L'invité du matin. Passime Bayo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la COPOP. La COPOP. Une structure de l'UDPS. Au sein de l'UDPS, effectivement. C'est une décision finale en perspective? Non. Les statuts de l'UDPS sont consacrés dans leur sein le droit de pouvoir se syndiquer en association, structure et ligue. Donc ça n'a rien à faire avec tout ce qui peut se raconter. Alors, vous n'êtes pas une décision finale en perspective. C'est depuis 2010 que la COPOP existe. Donc, alors COPOP, c'est la colline du progrès social. Oui, la colline du Populorum Progressio. Voilà. Nous ne sommes pas latinistes, encore moins latins. Nous sommes francophones, apparemment ça passe très bien. La colline du progrès, du progrès. La colline du progrès. Vous êtes aux affaires, le parti, on peut le dire ainsi. Mais nous rendons à Addis Abeba la plaque tournante de la diplomatie africaine. Et même la plaque tournante de la politique africaine. Tout se joue là-bas. Il suffit de voir quand il y a des sommets restreints ou de grands sommets élargis, c'est plein. Les hôtels, c'est plein. Plein d'Occidentaux, plein de Chinois. Aujourd'hui aussi des Russes et autres. Tout le monde veut y être pour jouer autrement une influence. La première question. Cette Union africaine, dans sa forme actuelle, qu'est-ce qu'elle vaut tout en ayant son nombril collé à l'Union européenne financièrement? Bien. En fait, la question tombe tantôt comme sur le panneau du juridique et tantôt comme sur le panneau du politique. Il faut dire que l'Afrique est liée à l'Europe de par l'histoire de la colonisation. Et l'Afrique et l'Europe, ça fait deux continents par le détroit de Gibraltar. Ça veut dire que nous n'avons pas assez de distance. Alors, ce lien est resté. Faudra-t-il s'en débarrasser comme pour crier à l'émancipation totale? Non, il faut savoir comment les organisations internationales fonctionnent. La charte de l'ONU, qui en est la charpente de toutes ces organisations, n'interdit pas des organisations de pouvoir collaborer. Il faut dire que c'est vrai que Maître Ouadé, à l'époque, disait en France que vous vous plaignez de la crise financière, eh bien, venez soutenir l'Afrique. La situation financière se trouve en Afrique. Donc, autrement dit, sur le plan géostratégique, c'est que l'Afrique porte dans son sein des richesses qui peuvent équilibrer la vie socio-économique du monde. Alors, voilà pourquoi les Occidentaux, qui d'une manière ou d'une autre, je prends l'exemple de l'OMS par exemple, où ces gens-là se comportent comme des rapaces. Je prends pour exemple le monde des multinationales. Vous avez 25 multinationales, 25% des sociétés multinationales qui maîtrisent l'économie du monde. Alors, dans une société mondialisée comme celle-là, et que l'Afrique est en train de se battre tous les jours de la vie pour se stabiliser sur le plan économique, lorsque, par stratégie ou pas, des subventions, des soutiens financiers arrivent pour l'Union africaine, mais pourquoi on va les rejeter? Sinon, nous allons souffrir d'un problème existentiel et fonctionnel. Il est aussi un autre problème. L'Union africaine a environ 56 États, sauf erreur de ma part, ou 59. Mais vous allez vous rendre compte que... Est-ce que nous ne sommes pas 54? Bon, le nombre soit-il, mais voyez la proportion de cotisation des États membres. Je tiens à vous signaler qu'il est certaines cotisations des organisations sous-régionales, il aurait fallu Félix Tshisekedi au pouvoir pour essayer de les régler. Est-ce que vous savez très bien que de tout ce temps, on avait des dettes à la francophonie? C'est-à-dire, ce qui fait la force des organisations internationales,
ça ressemble un peu à des éléphants blancs, mais qu'il faut toujours nourrir et financer, puisque ça peut tantôt constituer base de conférences internationales, base de parapluie, base de stratégie, etc. etc. Ah ben alors, parce que vous parlez de... Et donc les observateurs qui y sont, je crois qu'il revient à l'Union africaine elle-même de pouvoir choisir qui doivent y être comme observateurs. La charte de l'ONU, je crois, quand elle prévoit la question de la décentralisation, n'interdit pas que certains États qui ne sont pas membres d'une région quelconque viennent comme observateurs, etc., etc., en dehors des enjeux importants de l'Afrique que je venais de vous présenter. Ça fait allusion au débat sur Israël où Moussa Faki aurait fait de l'Israël, lui avait accordé le statut d'observateur. Mais c'est sous la présidence de Fachi. C'est là que j'ai dit, c'est là que j'ai dit, mais Moussa certains, Faki... l'Afrique du Sud n'était pas très favorable. Après, justement, la Palestine, qui fait partie également de membres observateurs. Donc, l'acceptation d'Israël sous le régime de Fachi, qui semble être, en fait, qui a déclaré son amour pour Israël et pour l'histoire d'Israël, pour Jérusalem. Donc, voilà, ça n'a pas plu à certains États comme l'Afrique du Sud. D'abord, je voudrais préciser un élément qu'il est des votes qui se passent au niveau des États membres. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la Commission de l'Union africaine a le pouvoir de faisabilité. Et c'est ce pouvoir de faisabilité qui a été joué par Moussa Faki. Mais la question de droit que je vous pose est celle-ci. Pourquoi aurions-nous la Palestine avec statut d'observateur et réfuterions-nous l'Israël pour avoir le même statut que la Palestine? Moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas dans la polémique des États. Des États, apparemment, n'étaient pas d'accord. Je ne suis pas tous les États, s'il vous plaît. L'Afrique du Sud, effectivement, a joué le rôle de solidarité à l'égard de certains États maghrébins. Mais je dis, mais si la situation pouvait être telle, puisque j'ai suivi le diplomate marocain, pourquoi n'ont-ils pas accepté de laisser faire les statuts du Sahara occidental, puisque ça va faire plus de 50 ans que nous traitons ce problème. Donc c'est pour vous dire que... Mais les choses ont beaucoup évolué concernant les dossiers du Sahara occidental. L'Algérie, vous connaissez le jeu. Place pratiquement le Sahara sous protectorat par rapport aux enjeux de la région. Et le Maroc, vous connaissez sa position pendant plusieurs années. Le Maroc avait séché les instances, stoppé, plutôt suspendu sa participation aux instances de l'Union africaine. Le Maroc est rentré par le roi, effectivement, mais il y a également Washington qui a pris position claire sur le dossier de Sahara occidental. C'est là que j'ai dit, c'est de la diplomatie. Bravo aux Marocains, puisqu'ils ont réussi à faire un raccordement diplomatique avec les États-Unis. J'ai même vu l'Israël. Ce que je ne comprends pas en ce jour, c'est que même l'Israël s'est prononcé en faveur de la politique marocaine en son temps, à l'époque sous le régime de Trump. Mais je ne comprends pas aujourd'hui que le diplomate marocain cherche à tout prix à vouloir évincer l'Israël de la chose. Je comprends qu'ils ne peuvent pas amener le sentiment dogmatique, qui de musulmans, qui d'arabes ou de la politique de la Ligue arabe contre l'Israël dans cette Union africaine. L'Afrique a besoin du développement. L'Afrique a besoin des subventions. L'Afrique a besoin d'un accompagnement dans différents secteurs. Et donc nous serons injustes si nous chassons Israël et nous maintenons Palestine. Qu'est-ce que nous gagnons de la Palestine? Voilà. Personne n'a dit de chasser Israël. D'ailleurs, c'est un partenaire incontournable. Je dis bien incontournable. La Bible dit c'est l'horloge de Dieu au Proche-Orient. Je ferme la parenthèse. Je reviens à ce que vous appelez justement, c'est une nécessité, la dépendance de l'Afrique financière, la dépendance financière vis-à-vis de l'Union européenne. Mais revenons à toutes ces organisations internationales. Est-ce qu'on ne disperse pas les énergies? On est à la francophonie, un carton vide où on donne des contributions. Qu'est-ce que ça nous apporte? À part peut-être démonter des complots sous l'égide de la France. Bien, je vous ai dit que les organisations... Ou désamorcer les complots. Je vous ai dit que les organisations internationales, à un moment donné de l'histoire, ça ressemble à des éléphants blancs, mais qui sont d'une importance capitale pour l'existence des États. Je suis avec vous, je crois, en 1999 ou 2000,
Laurent Désiré Kabila refuse que la RDC participe au sommet de la francophonie à Moncton au Canada. Et la suite, c'était laquelle? C'est Chirac qui prend parole et qui tire à boulet rouge sur le régime de Kinshasa. Et vous connaissez la suite. Après les refus de Moncton, puisqu'il s'agit de ces gens-là qui finançaient par le canot de leur multinationale les mouvements politico-militaires qui revenaient comme l'AFDL en 1996, et nous avons été secoués comme des cocotiers. Ça veut dire, c'est un droit pour Laurent Désiré Kabila de refuser que la RDC aille participer au sommet de Moncton. Mais puisque ce sont des éléphants blancs dans lesquels se traite... Vous dites hein? C'est du pragmatisme. Je ne suis pas en train de parler du pragmatisme. Je vous dis que le monde diplomatique est un monde situationnel, est un monde contextuel. C'est-à-dire, si vous n'avez pas l'intelligence décisionnelle, comme on le dit en relations internationales, vous courez le risque de prendre une décision pensant qu'il faut faire jouer le souverainisme, mais à un moment donné de l'histoire, si la décision avait été mal choisie, et ça provoque des situations. Donc il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper lorsque nous sommes dans une société mondialisée, comme on appelle le village planétaire. Il faut savoir tenir compte de toutes choses. Donc pour revenir à la francophonie, coquille vide ou pas, mais vous devez savoir quels sont les profits, par exemple, que la RDC tire des jeux de la francophonie, par exemple. Ah bon, voilà, ça c'est un aspect. Pour vous dire. Ça c'est un aspect. On va d'abord beaucoup dépenser. Et après, on nous dit qu'il y aura assez de ressources. C'est déjà une décision prise, on s'assume. Je rentre à l'Union africaine. Cette union, vous avez déjà fréquenté ces instances à Addis Abeba. Tout à fait. Si l'Union européenne ne décide pas ou ne donne rien, pas même une tasse de thé, ni de café, ni de casse-croûte. Mais c'est là la faiblesse de l'Afrique. À la fin d'une cérémonie solennelle d'ouverture, de clôture d'un sommet. Est-ce que c'est normal? Bien, je dis que c'est là que se trouve la faiblesse des Africains qui se disent en Union africaine. La première des choses, il faut savoir jouer à la politique de l'indépendance financière. Financez vous-même votre organisation. Nous ne disons pas que les Africains ne financent pas l'Union africaine. L'Union africaine est effectivement financée à proportion. Mais écoutez, la grande subvention que nous avons admise, puisque je ne parle pas ici en tant qu'Afrique totale, mais je parle en tant que Congolais qui analyse la situation qui se passe à l'Union africaine. Et donc, dans ce cas, la théorie de la main qui donne et la théorie de la main tendue, voilà un autre problème. Donc mon souci, c'est qu'un jour l'Afrique, l'Union africaine, sorte de cette espèce de mendicité organisée. On se syndique en une organisation régionale qu'on appelle l'Union africaine. Quand il s'agit de contributions, nous contribuons simplement à proportion. Nous ne faisons pas l'essentiel total. Et c'est des partenaires comme l'Union européenne qui viennent à la rescousse. Et c'est cet état des choses qui leur donne pouvoir de pouvoir... et puis il n'y a pas que l'Union africaine. Mais quand il y a des efforts, des initiatives de certains chefs d'État, certains leaders africains, pour pouvoir diminuer cette dépendance ou la réduire, qu'est-ce qui se passe? On fait tout pour réduire au silence ces leaders et continuer à faire dépendre l'Union africaine de l'Union européenne. Si, mais le débat est à la recherche... Souvenez-vous de Kadhafi. Oui, nous sommes à la recherche de l'émancipation. On peut bien se souvenir de Kadhafi, mais écoutez, il y a deux Kadhafi. Il y a le Kadhafi président de la République et un Kadhafi panafricaniste. Et donc, vous pouvez avoir des problèmes en tant que Kadhafi président de la République, mais en tant que Kadhafi panafricaniste au sein de l'Union africaine, une certaine faiblesse pourrait se présenter. J'ai toujours apprécié sa bravoure en son temps lorsque il accepte que la Libye à elle seule puisse donner une partie importante de son financement. Mais écoutez, les conflits ont commencé par certains États maghrébins qui ne voulaient pas que Kadhafi pose un acte monopolaire. Donc c'est pour vous dire qu'à un moment donné de l'histoire, l'Afrique est aussi au rendez-vous du conflit, en dehors du fait que nous voulons poser un acte panafricaniste au nom de l'Union africaine. Donc c'est pour vous dire, je plaide la cause de l'émancipation financière de l'Afrique, mais pour y arriver, il faudra que le développement soit d'abord national. Lorsque l'Afrique serait une association des États développés, la question financière au niveau de l'Union africaine sera résolue. Voilà pourquoi beaucoup de projets
ont échoué, depuis le projet de Lagos jusqu'au NEPAD. D'ailleurs, j'ai même sorti une opus il y a quelques années, NEPAD, échec des maternités processuelles. C'est encore une fois là que j'ai parlé d'une espèce de mendicité organisée. Donc c'est pour vous dire que, vouloir ou pas, c'est la situation dans laquelle nous sommes, mais nous devons nous battre pour l'émancipation. Mais quant à dire que les dirigeants africains au sein de l'Union africaine sont dépourvus de toute décision, ça serait quand même faux, puisqu'il y a des décisions qui ont été prises dans l'histoire, qui ont produit des résultats. Le seul souci que j'ai, c'est celui-là que vous exprimez. La dépendance financière. Imagine-toi à l'époque de la naissance du NEPAD, Abdoulaye Wade, Thabo Mbeki, ils prennent les instruments du NEPAD, ils vont les présenter au sommet du G20, comme pour dire, voici le projet de développement de l'Afrique que nous venons de vous présenter. Le monde est à la course de la délocalisation des entreprises multinationales en Occident. Il serait mieux que vous puissiez les ramener en Afrique. Le NEPAD a besoin de financement, etc., etc. C'est-à-dire, on dirait que c'est déjà dans le mental de l'Africain. On donne naissance à un mécanisme de développement. Mais ce mécanisme de développement, on s'en promène avec en Europe comme dans une espèce de mendicité organisée. Voilà un peu l'inquiétude que j'ai, mais ça n'arrache pas aux Africains le droit souverain au sein de leur truc de pouvoir décider. Et voilà, la France est surendettée. Macron organise un sommet à Paris. Le président en exercice sortant de l'Union africaine est invité avec d'autres chefs d'État. On parle d'un sommet pour financer les économies africaines en période de Covid, opération de saupoudrage, de séduction pour se mettre un peu en vedette sur la scène internationale et justifier sa place au sein du Conseil de sécurité, justifier la même mise sur les richesses de quelques pays africains. Vraie volonté de voir l'Afrique décoller après les secousses enregistrées à cause de Covid. Comment vous analysez? Si, mais je voudrais quand même être équilibré devant une question comme celle-là. La France n'a pas besoin d'entrer en vedette sur la scène internationale. La France fait partie des vieux États du monde. Et nous faisons partie des nouveaux États en relations internationales. C'est-à-dire que entre la France et certains États africains, qui sont ceux-là qui ont besoin d'entrer en vedette? Écoutez, la lecture est claire. Je dis que pourquoi nous allons réfuter le sommet France-Afrique et admettre le sommet Chine-Afrique, le sommet Russie-Afrique, le sommet USA-Afrique. C'est-à-dire que c'est des conférences internationales comme ça, dans lesquelles nous sommes censés être et jouer le rôle qui est le nôtre. Ce n'est secret pour personne, l'Afrique est en nécessité économique. Le programme d'ajustement structurel précise jusqu'à ce jour pourquoi. Puisqu'il y a des choses pour lesquelles on ne sait pas évoluer. La corruption, la mégestion de nos États nous expose effectivement à cette faiblesse et qui donne argument à ces États-là. Effectivement, vous dites que le président sortant, pour parler du président de la République, mais écoute mon cher ami, le président de la République n'a été que dans son rôle, non seulement de président de l'Union africaine, mais aussi de président de la République. Je te signale que... Là, vous restez dans le factuel. Je ne suis pas dans les factuels. Je voulais qu'on puisse faire une lecture apprivoisée, au-delà du protocolaire. J'ai dit, mais j'ai soulevé des questions. Je dis que l'Afrique est-elle un pays avancé? Est-elle une région avancée sur le plan économique? Non. L'Afrique est-elle en nécessité économique? Oui. L'Afrique a-t-elle besoin de la coopération? Oui. Et donc, quand on vous invite à un sommet comme celui de France-Afrique, etc., etc., mon problème, c'est que je ne voudrais pas que nous puissions avoir un jugement déséquilibré. Puisqu'il s'agit de la France colonisatrice, de la France métropolitaine de l'époque, nous voulons dire non, puisque nous avons été fouettés dans l'histoire. Mais quand il s'agit du sommet Chine-Afrique, mais je ne vois aucune puissance. J'ai dit alors aucune puissance dans tous ces sommets-là. Jouer à la mère Teresa. Non. Alors, mais toutes les puissances poursuivent. Vous restez dans la logique de ce qu'on nous a inculqué. De savoir tirer l'épingle du jeu. De ce qu'on nous a inculqué que tel a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Je ferme la parenthèse. Non, mais à l'Union africaine, bien sûr,
Covid n'a pas encore dit son dernier mot. Ni médicaments trouvés, même quand bien même on nous parle de médicaments. Mais plus maintenant on pousse les gens au vaccin. Je ne suis pas anti-vaccin. Je constate que, en pleine Covid, Félix Tshisekedi prend les commandes de l'Union africaine. Il fait la remise en reprise avec Moussa Faki. Le Sud-Africain est chez lui. Ramaphosa. Le voisin, Denis Sassou Nguesso, était présent, pour votre information. je suis de plus près l'actu en international. Le président, le voisin, Denis Sassou Nguesso, avait aussi invité une dizaine de chefs d'État pour un grand événement chez lui et ils avaient répondu. Pendant que la passation du pouvoir, passation du témoin se passait à Addis Abeba. Vous n'avez qu'à voir la photo, comment on appelle ça? Photo d'ensemble ou voilà. Bon, je voudrais d'abord préciser. Vous avez vu, on est en pleine Covid, à Addis Abeba, beaucoup ont répondu présent. Vous avez vu la photo des familles. L'expression est arrivée. Comment analysez-vous ces choses? Mais moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez vous casser les nerfs. Pour revenir à Diego Cao... Je ne me casse pas, je regarde ce qui se passe. Tout à fait, mais pour revenir à Diego Cao, puisque je ne peux pas laisser la chose ainsi, je vous informe que sur le plan historiographique, l'embouchure du fleuve Congo a existé des millénaires avant l'arrivée de Diego Cao ici. Mais je ne sais pas fabriquer à l'époque où c'était une expression Lumbala pour et dire moi que avons été élèves. Bayo, ben voilà. Vous aimez bien Tout à fait. reproduire ce que l'Occident nous a mis dans la tête. Non, je ne vais pas reproduire. Je vous dis que Diego Cao est arrivé à l'embouchure. Il a atteint l'embouchure qui existait des millénaires avant son arrivée ici en tant qu'explorateur. À propos de la présence des uns tout comme des autres. Mais écoutez, au sommet des organisations internationales, on ne va pas y répondre comme en classe on fait la liste des présences. Voilà pourquoi on appelle sommet des chefs d'État et de gouvernement. C'est-à-dire si le chef d'État n'est pas là, le chef du gouvernement peut être là. Si le chef du gouvernement non plus n'est là, un plénipotentiaire peut être là. Donc on ne peut pas entrer dans ce débat figuratif ou un débat, je peux appeler ça, iconographique. Vous pouvez avoir un empêchement, par rapport à une question souveraine de votre pays, mais écoutez, vous vous faites représenter. Oui, mais voilà vous avez vu combien s'était fait représenter en cette période. C'est cela que j'ai dit. Vous ne pouvez pas interdire sinon, à la on entre presse dans la de polémique. Réfléchir Alors, j'ai pour dit... voir. Mais pourquoi cela est-ce que ce sont des gens vraiment de confiance qui siègent au sein de l'Union africaine? Je précise que, par exemple, vous parlez de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est arrivée longtemps après le Zaïre, après le Congo, à l'organisation de l'unité africaine devenue par la suite Union africaine. C'est-à-dire, si Ramaphosa n'a pas été présent, n'oubliez toujours pas qu'il existe un représentant du pouvoir sud-africain à Addis Abeba. Est-ce que nous pouvons graviter autour du pot? Nous pouvons ergoter sur une question, quand bien même cela fait partie de la liberté de penser de la presse. Mais moi, j'apporte le sens de proportionnalité. Justement, à l'Union africaine, on sent que les réseaux d'influence sont très nombreux et de lobbying. Mais oui, c'est inévitable. Une fois, Madame Nkosazana Zuma finit son mandat, c'est le Tchadien qui est désigné sous l'influence de Moussa Faki, sous l'influence de celui qui terminait le mandat, l'ancien chef d'État, feu Idriss Déby Itno. La délégation de l'Union européenne et surtout française et belge, dans la salle, lorsqu'on proclame, crie, ça y est, on a gagné. J'ai vu je ne cite pas son nom, appelé Paris, ça y est, on a gagné et nous venons de gagner. C'est Moussa Faki qui est à la commission de l'Union africaine. Qu'est-ce que cela signifie pour les instances de l'Union, de notre Union panafricaine? Bien, la réponse est simple. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai dit, vu l'importance économique de l'Afrique, puisqu'il faut dire que l'Afrique est presque vierge sur le plan des ressources, nos amis européens tiennent mordicus à avoir un regard sur ce qui se passe en Afrique.
Puisque je vous informe qu'au-delà de la colonisation, il y a ce qu'on a appelé le néocolonialisme. Et donc, il est toujours des gens au nom des multinationales, autrement dit que l'on appelle diplomatie privatisant relations internationales, qui tiennent mordicus à pouvoir avoir leur pion au sein de la chose. Mais comment dénicher le pion? On ne peut pas le dénicher juridiquement, on ne peut le dénicher que politiquement. Or, un peu pour emprunter l'expression de Léopold Sédar Senghor dans sa théorie du rendez-vous, du donner, du recevoir, vous avez admis des Européens avec les statuts d'observateurs chez vous, et donc vous devez aussi savoir que quand bien même ils viennent observer, de manière abstraite, ils peuvent se comporter en tireurs de ficelle. Voilà pourquoi... Et quand ils se réunissent à Bruxelles, l'Afrique est absente. Non, mais même les diplomates africains ne sont pas conviés là pour entrer dans la boîte noire. Il y a des réunions aussi à l'Union africaine lors desquelles aucun non-africain n'est présent. Mais il y a aussi des réunions de même pareilles à l'Union européenne, mais il ne faut pas oublier que les États africains ont des représentants au sein de l'Union africaine. Voilà. Donc il faut dire qu'il revient à nous. À quel niveau ils sont influents? Écoutez, vous parlez d'influence, c'est un domaine abstrait, mais ils peuvent être influents au niveau de l'organisation. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné de l'histoire, Louis Michel a voulu faire passer un texte qui serait économicide de l'Afrique, et même politicocide de l'Afrique. Mais ce sont les observateurs africains. Oui, ce sont les observateurs africains qui, d'une manière ou d'une autre, ont essayé de barrer la route à ce chantier, et Dieu merci, cela avait échoué. C'est-à-dire, chacun a sa capacité de pouvoir jouer le rôle d'influence, même si, à grande échelle, jusqu'ici, ce sont les Européens qui le font. Alors, la RDC quitte, en fait, passe le témoin au Sénégal, mais reste au sein du bureau de la présidence actuelle, avec le poste de rapporteur. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Ça veut dire que bravo à Félix Tshisekedi, puisque tout au long de son mandat d'une année, puisqu'il faut attendre des décennies pour reprendre le bâton de nouveau, les pères africains ont constaté que le mandat de Félix Tshisekedi a été positif. Outre la résolution de conflits du bas de la Renaissance entre ces trois pays que vous connaissez, outre d'autres questions culturelles, etc., etc., ils se sont dit, mais avec la RDC, vaut mieux lui donner le rôle d'une espèce de sentinelle, et en la gardant comme étant rapporteur. Et voilà que la RDC ne quitte pas totalement la chose et reste au poste de rapporteur. Est-ce que ce n'est pas quelque part une des superpuissances qui aurait joué sans pas d'union, d'une présidence de l'Union européenne, l'Union africaine, sans la RDC dedans, un pays stratégique, partenaire clé au cœur de l'Afrique. Qu'est-ce que cela vous inspire? Les non-dits. Parce qu'on n'a pas vu un autre État, après sa mandature à la tête de l'Union africaine, assumer. Si je me suis trompé dans l'histoire, vous allez porter correction, garder ou prendre le poste de rapporteur. Mais je vous prends au mot, pays stratégique. Si c'est une exception pour la RDC, j'en suis fier. Et je nous demande en tant que RDCien de pouvoir en tirer profit, c'est tout. On peut parler, on peut mélanger influence de certains États puissants ou quoi, mais écoutez, nous sommes à l'époque des relations internationales dans un microcosme mondialisé appelé village planétaire. À chaque État membre de l'Union africaine d'avoir son agenda, d'avoir ses stratégies diplomatiques. Même les Européens en ont, même ceux qui se réunissent dans l'organisation c'est pas asiatique et tout ce qu'on raconte, chacun développe les relations de sa manière. C'est pas interdit de par convention de Vienne, convention et tout ce qu'on raconte. Donc moi je pense que si c'est une exception pour nous, bravo à la RDC et nous en tirons profit. Alors, il ne faut pas oublier que nous nous sommes présentés à la COP26 comme un État solution. Voilà. Et c'est pour cela que l'on peut aussi nous prendre en compte. Dieu merci. La Libye est dedans, dans ce bureau, l'Angola également. Je vais revoir la composition. La Libye serait deuxième vice-présidente. Voilà. Disons-nous les choses clairement. Qu'est-ce qu'il faut attendre de la Libye? La Libye qui n'existe que de nom.
une Libye fragmentée avec des généraux qui font la loi. Le pétrole est pompé dans une opacité déconcertante. Un pétrole de meilleure qualité, on ne nous en parle même pas. Qu'attendre d'une Libye, d'une présidence de la Libye peut-être 2 ans après à la tête de l'Union africaine? Bien, là vous parlez de la Libye politique, mais au sein du bureau, il s'agit de la Libye juridique, qui a droit en tant qu'État d'avoir part au bureau directif de l'Union africaine. Et quant au rôle qu'il faudra jouer, la Libye ne jouera pas le rôle forcément de sa politique interne puisqu'elle est en état de reconstitution. La Libye jouera ce rôle en tant que sujet de droit international. Parce que au sein de cette Union africaine, on a des leaders. Par moment, quand ils ouvrent la bouche, ce n'est pas anodin. Le voisin, il dit que les coups d'État dans l'Afrique de l'Ouest, c'est la conséquence de la mauvaise gouvernance, comme si lui, c'était un modèle de bonne gouvernance, voilà, avec toute la publicité mensongère sur ce qui se passe là-bas. Alors, une parenthèse, qu'est-ce que cela veut dire au sein d'une Union africaine avec des dirigeants comme celui-là, comme pour dire, OK, je suis d'accord avec ce qui se passe là-bas, ce qui se passerait parce que ceux qui sont victimes de ce coup d'État sont de mauvais gouvernants. Bien, d'abord j'ai dit que... Champion de réforme. Champion de réforme. Ce voisin dont vous parlez là est en train de se prévaloir de sa propre turpitude. Est-il lui le modèle de la bonne gestion? Il a quelle superficie comme pays pour se comparer à des pays qui connaissent des coups d'État? Puisque le problème de gestion des pays aussi tient compte de leur superficie. Donc moi je pense qu'il enlève la paille dans l'œil du prochain ou bien la poutre qui est dans son œil. Et donc autrement dit, qu'est-ce qu'on appelle la bonne gestion? Mais la bonne gestion du pays, d'un pays, est devenue en ce jour constitutive et systémique. C'est-à-dire, vous pouvez être un bon gestionnaire de l'alimentaire d'un pays, mais si vous êtes un mauvais gestionnaire démocratique, vous n'êtes pas un bon gestionnaire. Et le voisin dont vous parlez se trouve dans ce contexte-là. Il ne faut pas oublier que la question de l'Afrique de l'Ouest, c'est tantôt des questions souveraines dans lesquelles nous ne voulons pas pénétrer, tantôt ce sont les vieux oncles qui veulent récupérer la situation, tantôt c'est une espèce de conflit où la Russie veut aussi avoir droit de cité dans certains États de l'Afrique de l'Ouest. Et bien comme ce sont des questions souveraines qui ne concernent pas directement l'Union africaine, eh bien nous les observons comme telles. Mais quant à dire que le voisin avait raison d'émettre une critique, eh bien je trouve que c'est une turpitude. L'autre volet, avant de finir, c'est justement Washington qui est passé par ici avec une délégation importante conduite par Holman, émis sous-secrétaire d'État adjointe des affaires africaines, et surtout pour plus l'Afrique des Grands Lacs, l'Afrique centrale. Elle dit, on ne vous interdit pas d'avoir plusieurs partenaires dans la Chine. Elle dit, le champ de bataille, la chance doit être accordée à tous. Vous êtes un partenaire clé, carré minier, ainsi de suite. Quel est le non-dit de ça? D'abord, j'ai suivi cette interview, je me suis rendu compte qu'a priori, d'abord, c'est un discours diplomatique. Dans un discours diplomatique, on ne dit pas tout. Il y a des choses qu'il faut garder au-dedans et des choses qu'il faut sortir au dehors. Dans le contexte des enjeux politiques de l'heure en RDC en ce jour, et même dans la configuration de puissance au monde en ce jour, entre la Chine et les États-Unis, pour nous, RDC, s'il faudra qu'on puisse contextualiser nos relations, notre politique étrangère, eh bien, le choix des États-Unis s'avère être mieux que celui de la Chine. Pourquoi j'ai dit cela? Puisque la Chine a ouvert la porte à une stratégie politique que nous ne maîtrisons pas. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une espèce de multiplicité d'investisseurs chinois qui fouettent nos frères, qui les payent mal et qui les maltraitent. Mais entre autres, ils sont sous financement du Parti communiste chinois. Or, dans le monde libéral comme les États-Unis, la plupart des sociétés, puisque la dame répondait, ce sont des sociétés membres de la corporate government, des sociétés cotées en bourse, qui doivent elles-mêmes, tout en étant multinationales, lutter contre la corruption, la concussion, le blanchiment de capitaux, etc., etc.
entre des Chinois qui n'ont aucune moralité dans le domaine d'investissement et des Occidentaux qui viennent investir chez vous sous le contrôle de la corporate governance, sous le contrôle des droits de l'homme, qui est mieux? Eh bien, messieurs, nous prenons les Occidentaux. Je donne un exemple qui est écœurant. Nous avons signé la convention congolaise sous Joseph Kabila ici. De cette convention congolaise a pris naissance une société qu'on appelle la SICOMIN, qui devrait financer l'Agence congolaise des grands travaux pour nous construire 5000 écoles, dont 1000 écoles par année, 6000 km de rails et 15 000 km de routes, sans compter des centres de santé, etc., dans chaque territoire. Vous les avez vus où? Mais il s'agit de qui? Il s'agit de la Chine. Lorsqu'on vous apprend que Alain Foka, votre confrère, descend avec le président de la FEC au sud Kivu, ils se rendent compte qu'il y a un gisement un minéralier qui se trouve en train d'être exploité par des Chinois. Les Chinois donnent l'argent à des forces négatives. Les Chinois mettent des barrières. Ils soudoient aux militaires. On empêche aux fils du pays d'accéder à leurs concessions. Mais alors, moi, je dis à ce niveau que le caractère un peu délinquant. Chance égale. Mais vous étiez à Mwanda, dont, à travers Chevron, vous cédez vos parts ou vous les vendez à Perinco, aux Français. Vous êtes à TFM, McMoran. Vous vendez aux Chinois. Vous connaissez comment la vente a eu lieu. Et après, vous dites, bon, il n'y a que ceux qui se retrouvent bien, il n'y a que ceux-ci qui se retrouvent bien sur le terrain. Alors, qui avait dit aux autres de vendre alors que ces clés ici, les matières premières, les matières stratégiques sont ici. Nous sommes une nation, un pays solution. La sous-question la plus importante, c'est la dernière que vous dites là. Qui avait dit au régime Kabila de pouvoir le faire? Il faut inviter un kabiliste ou un néo-kabiliste qui vienne apporter une réponse sur le champ. Mais moi, je tiens un discours souverainiste. Je tiens un discours praxéologique. J'ai dit que je refuse que mes compatriotes se fassent fouetter par des Shintok. Je refuse que les mandarins deviennent rois chez nous. Pourquoi? Puisque hier, le tapis leur avait été déroulé. Je suis évidemment pour que nous puissions multiplier des partenaires. Mais écoutez, nous devons répartir les paliers selon l'ordre d'importance. Donc moi, je ne vois pas pourquoi nous allons nous flanquer une Chine qui, depuis, elle est chez nous, elle vend les beignets avec nous, pendant que... Bon, ben, il y a une Chine qui c'est une activité de négoce. Nous avons la Chine dans le petit commerce avec tous les autres. Il faut dire que de l'Asie, nous n'avons pas un respect total et globalisant des normes qui contribuent au développement économique et commercial d'un pays. Passim Bayo, je vous informe que le siège de l'Union africaine à Addis Abeba, c'est le cadeau non remboursable de la Chine, et ils tiennent la sonorisation, l'entretien et tout, voilà. Donc, on peut beau crier, il faut une révolution. Pas ce qui s'est passé dans le printemps, comme c'était le cas printemps arabe, parce que ça n'a rien donné. Il faut une révolution mentale et que les grandes idées puissent conduire le peuple et les dirigeants et qu'il y ait le vrai amour et du Congo et de l'Afrique. Merci d'être venu. Bien, c'est moi qui vous remercie et je vous témoigne tous les sentiments patriotiques. Voilà, c'est partagé. Très bonne journée. Nous jetons l'encre avec espoir de vous retrouver demain avec le même plaisir. Bye bye. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday.
personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte.